abordons le dernier paragraphe sur l'étude des séries numériques. On va s'intéresser au développement décimal d'un nombre réel. Alors, vous avez déjà tous vu ça quand vous étiez petit. L'écriture, les approximations décimales, par exemple, de certains nombres rationnels. Donc le fameux 1 tiers qui est égal à 0,33 avec des 3 ici qui ne s'arrêtent pas. On prend une approximation par exemple décimale du nombre pi, etc. On peut écrire aussi une approximation décimale du nombre e, ou une approximation décimale d'un nombre décimal. Donc vous avez tous été confrontés à ces approximations décimales, notamment quand vous avez travaillé avec votre calculatrice. Dans ce chapitre, ce qu'on aimerait faire, c'est de formaliser ce qu'on va justement appeler le développement décimal à l'aide des séries numériques. Donc la première chose, ça va être d'essayer de récupérer, d'obtenir une formule close des fameuses décimales de ces nombres réels. Alors on va déjà constater, ça va pas être très compliqué, que le nombre qui est ici, c'est simplement la partie entière. Ce nombre, on va tout simplement l'appeler A0, et lui désignera toujours la partie entière du nombre réel considéré. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les décimales, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et pour faire cela, on va utiliser un procédé qu'on a déjà vu quand on avait parlé d'approximation décimale de nombres réels. Rappelez-vous, c'était dans le chapitre sur les suites. Les approximations décimales, par excès, par défaut. Par exemple, si je veux pointer ce qui se passe sur ce nombre-là, donc que je vais appeler, puisque c'est la 5e décimale de pi, que je vais appeler A5. Comment récupérer ce fameux nombre-là? Alors on va voir que ça va pas être très compliqué, et on va utiliser les mêmes idées que ce qu'on avait vu pour les approximations décimales. Déjà, on va déplacer la virgule de 5 unités pour la placer juste après le 9. Donc ce qui consiste à multiplier pi par 10 à la puissance 5. Puis je vais supprimer tous les nombres qui sont après la virgule en prenant la partie entière. Et ça va me donner un nombre entier qui est exactement le nombre entier que l'on obtient en déplaçant la virgule après le 9 et en éliminant tous les nombres qui sont après. Si je m'arrête juste avant, c'est-à-dire je considère la partie entière de pi multipliée par 10 à la puissance 4. Ici, on va récupérer ce nombre entier. Et pour pouvoir récupérer le 9, je vais multiplier par 10, ce qui va me permettre de rajouter le 0 qui est là. Ce qui permet de voir que le terme A5 qui m'intéresse ici, c'est simplement pi multiplié par 10 à la puissance 5, je prends sa partie entière, moins 10 fois la partie entière de pi fois 10 à la puissance 4. Donc on voit ici que pour récupérer la 5e décimale de pi, c'est pas très compliqué. En utilisant des idées qui sont proches de celles qu'on avait utilisées dans les approximations décimales par excès et par défaut, on arrive à récupérer une formule pour la 5e décimale de pi. Alors, on peut sans peine imaginer que la nème décimale de pi, lorsque n est un nombre qui est supérieur ou égal à 1, on va pouvoir l'obtenir en modifiant cette formule simplement comme ceci. Attention ici, c'est uniquement si n est un entier naturel supérieur ou égal à 1, puisqu'on a vu que A0, ce qu'on avait appelé A0, c'était la partie entière de x. AN désigne donc la nème décimale de pi. Comme l'objectif de ce chapitre est de formaliser ce qu'on va appeler le développement décimal d'un réel, maintenant on va essayer de voir si le raisonnement qu'on a fait là, on ne peut pas le faire de façon plus générale en travaillant avec un nombre réel positif. Donc dans toute la suite, je vais me donner x, un nombre réel positif, je vais appeler A0 sa partie entière, et je vais m'intéresser justement à la suite des décimales de x. Je vais m'intéresser à la suite qu'on a obtenue en prenant l'exemple avec pi. Je vais donc m'intéresser à la suite qui est définie par la partie entière de x fois 10 à la puissance n, moins 10, multiplié par la partie entière de x fois 10 à la puissance n-1. J'aimerais voir si ce terme-là correspond à ce qu'on a appelé les décimales d'un nombre réel. Alors pour ça, on va examiner plusieurs faits. Fait numéro 1, on va déjà démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, le nombre AN qu'on définit de cette manière-là est un chiffre. C'est-à-dire c'est un entier qui est compris entre 0 et 9 inclus. Pour ça, on va utiliser les encadrements fondamentaux de la partie entière. Donc la partie entière de x fois 10 à la puissance n, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x fois 10 à la puissance n. Donc on dispose directement de l'encadrement suivant.
On peut réaliser le même genre d'encadrement ici, en prenant la partie entière de x fois 10 à la puissance n-1, qui, si on le multiplie par moins 10, va nous donner l'encadrement suivant. Attention à, quand on multiplie par moins 10, à bien changer le sens dans les inégalités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant additionner, alors pas toutes les inégalités, je vais juste additionner l'inégalité qui est ici avec l'inégalité qui est ici, puisque mon objectif est de récupérer un encadrement de AN. Donc là, on fait comme si l'inégalité intermédiaire ici n'existait plus. Alors, en additionnant cette inégalité avec cette inégalité, on va récupérer effectivement un encadrement de AN. Ici, quand on ajoute une inégalité large et une inégalité stricte, on sait que c'est l'inégalité stricte qui l'emporte. Ces deux termes vont s'éliminer. On récupère donc que AN est strictement plus petit que 10. Et on fait de même avec ces deux inégalités, une stricte, une large. On récupère donc une inégalité stricte. Et cette inégalité stricte, elle est à moins 1. On obtient donc que AN est un entier, puisque c'est une somme d'entiers relatifs, donc c'est un entier relatif, et il est compris entre moins 1 et 10. Or, les seuls entiers relatifs qui sont compris entre moins 1 et 10, eh bien, c'est des chiffres. Donc on obtient bien que AN est compris entre 0 et 9, cette fois-ci au sens large. Ce qu'on pourrait écrire aussi de cette façon, en décrivant tous les chiffres. Voilà. Donc le fait numéro 1 est avéré. Ce qu'on récupère par cette formule-là, c'est en tout cas bien un entier qui est compris entre 0 et 9, c'est donc bien un chiffre. Fait numéro 2. Pour récupérer l'écriture décimale de x, ce qu'on devrait faire, c'est ajouter déjà à 0 la partie entière de x, puis placer la première décimale à sa place, donc récupérer A1 sur 10, placer la seconde décimale à sa place, ce qu'on appelle le chiffre des centièmes, puis le chiffre des millièmes, etc., etc. Donc pour pouvoir avoir le droit de mettre ces fameux pointillés, il faudrait être certain que la série de termes générale AN sur 10 à la puissance n est une série qui est convergente. Et ça doit être valable pour n'importe quelle valeur de x. Pour démontrer que cette série est convergente, on va utiliser les critères de comparaison. Déjà, le terme général est positif, puisqu'on a vu que AN était un nombre qui était toujours compris entre 0 et 9 dès que n est supérieur ou égal à 1. Donc je peux déjà obtenir que pour tout n supérieur ou égal à 1, AN sur 10 à la puissance n est positif. Alors vous allez me dire que vous ne considérez pas le terme pour n est égal à 0. La partie entière d'un nombre positif est un nombre positif, donc ça marche aussi pour n est égal à 0. Et je peux effectuer la majoration à l'aide de ce que j'ai dit au-dessus, puisque AN au maximum est égal à 9. Donc ce terme-là est majoré par 9 sur 10 à la puissance n. Donc on est en train de considérer une série à terme général positif, dont le terme général est majoré par un terme géométrique. Or, la série de termes général 1 sur 10 à la puissance n est une série qui est convergente. C'est en effet une série géométrique, et la valeur absolue de 1 sur 10 est bien un nombre qui est strictement plus petit que 1. Donc la série de termes général 9 sur 10 à la puissance n est une série qui est aussi convergente. On ne modifie pas la nature d'une série en multipliant son terme général par un nombre indépendant de n. Donc cette série est convergente. On peut donc utiliser le critère de comparaison. Grâce au critère de comparaison, la série qui est ici est une série convergente. On obtient donc que pour n'importe quel nombre réel x positif, la série qui est formée par ce terme général, avec AN qui est égal à l'expression qui est ici, est bien le terme général d'une série convergente. Alors reste à voir maintenant si en plaçant justement ces fameux AI à leur place dans le développement décimal, la somme qu'on récupère, c'est bien x. Donc maintenant, il va falloir calculer la somme de cette série numérique. On peut la calculer sans crainte, puisqu'on sait maintenant que cette série est convergente. Fait numéro 3, on va démontrer que la somme de cette série est bien égale à x, ce qui nous permettra de voir qu'on a un bon développement décimal. Donc je vous rappelle que la suite à n, elle est définie par A0 est égal à la partie entière de x, et lorsque n est supérieur ou égal à 1, c'est la formule qu'on a déjà vue, partie entière de x fois 10 à la puissance n, moins 10, partie entière de x
fois 10 à la puissance n-1. Donc ça, c'est lorsque n est un entier supérieur ou égal à 1. Pour déterminer la somme de cette série, on doit revenir à la définition. Donc, on va être amené à calculer la somme partielle d'indices n. On espère obtenir une formule close. Alors déjà, il faut faire attention que la définition n'est pas la même quand n est égal à 0 et quand n est supérieur ou égal à 1. Donc on va isoler le terme pour p égale à 0 dans cette somme, qui est à 0, puisque p puissance 0 fait 1, et on va mettre à part les autres termes de la somme. Seulement pour les autres termes, comme p est supérieur ou égal à 1, on peut utiliser la relation qui est là, mais on va tout de suite la réarranger dans la foulée, puisqu'en divisant par 10 à la puissance p, je fais intervenir déjà ce premier terme, moins en simplifiant la fraction et en simplifiant par 10, on voit apparaître un terme général télescopique. C'est évidemment, il faut avoir l'œil aux termes généraux télescopiques quand on calcule des sommes de série, puisqu'il faut être capable de clore la suite des sommes partielles. Donc là, il faut se ramener à des sommes que l'on sait calculer. On applique la définition de A0, qui est la partie entière de x, et ici on calcule la somme télescopique. Le plus grand indice des deux, il est ici, il fonctionne avec le plus grand indice. Donc la partie entière de x fois 10 à la puissance n sur 10 à la puissance n, moins le plus petit indice qui fonctionne avec le plus petit indice, la partie entière de x fois 10 à la puissance 0 qui vaut 1, sur 10 à la puissance 0 qui vaut 1. On obtient donc une formule close, puisque la partie entière de x s'élimine. On récupère le quotient de cette partie entière sur 10 à la puissance n. Bon, maintenant que la suite des sommes partielles est close, on va calculer la limite de cette suite. On sait qu'elle existe puisque la série est convergente. Maintenant, il faut calculer explicitement sa limite. On aimerait bien démontrer que ça fait x. Bon, la présence de la partie entière nous invite à faire un encadrement. L'un des encadrements fondamentaux de la partie entière nous dit que cette partie entière, elle est plus petite que x fois 10 à la puissance n. C'est le plus grand entier inférieur ou égal à lui. Et la partie entière est strictement plus grande que ce nombre moins 1. Si je multiplie maintenant chaque membre de cet encadrement par 1 sur 10 à la puissance n, qui est strictement positif, donc le sens des inégalités va être conservé, on récupère donc à droite x et à gauche x moins 10 à la puissance n. Ici, on a affaire à une série géométrique convergente, puisque sa raison c'est 1 sur 10, c'est un nombre qui en valeur absolue est strictement plus petit que 1. Donc la suite qui est ici converge vers x, et la suite qui est ici est également convergente vers x puisque constante à x. Donc par théorème d'encadrement, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la partie entière de x sur 10 à la puissance n sur 10 à la puissance n est égale à x. Bilan, comme la somme de notre série numérique c'est la limite de la suite des sommes partielles, et que la limite de cette somme partielle ça fait x, on obtient bien que la somme fait x. Donc les calculs qu'on a effectués pour récupérer les chiffres dans l'écriture décimale, tout ça, ça fonctionne parfaitement, puisque c'est bien des chiffres, puisque la série qu'on obtient est bien convergente, et que la série qu'on obtient, elle a bien une somme qui est égale à x. Donc tout va pour le mieux. Malheureusement, le problème va riposter. Si je considère le nombre x qui est égal à 0,5, donc un nombre décimal, si vous effectuez les calculs des termes de la suite à n qu'on a définis par ailleurs, on récupère que A0, c'est sa partie entière, ça vaut bien 0. Vous pouvez effectuer le calcul de A1, vous allez obtenir 5. Et si vous calculez AN dès que n est supérieur ou égal à 2, vous allez obtenir 0. Donc on voit que la suite qu'on a définie ici, c'est bien la suite naturelle qu'on attend pour parler du développement décimal de x. Seulement, on va aussi constater que si vous considérez le nombre suivant, 0, 4, puis toutes les autres décimales, je les mets à 9 jusqu'à l'infini. Que vaut ce nombre-là? Alors si je respecte la convention sur le développement décimal, ça va me donner quoi? Ça va me donner la partie entière 0, plus 4 dixièmes, donc ici je vais récupérer 4 sur 10, plus 9 sur 100, plus 9 sur 1000, plus 9 sur 10 000, etc. Et je peux bien dire etc., puisque là, on va récupérer la somme d'une série géométrique convergente, puisque sa raison, c'est 1 sur 10. Donc justement, si je poursuis le calcul, je garde le 0, je garde le 4 dixièmes, et ici, pour calculer la somme géométrique, je vais mettre en facteur le premier terme 9 sur 100, comme d'habitude, et là, on récupère la somme géométrique, la belle somme géométrique du cours, de raison 1 sur 10. Donc là, on va additionner la somme des inverses des puissances de 10. Le théorème sur les séries géométriques nous permet de savoir que cette série est convergente, je l'ai déjà dit, et que sa somme, ça vaut 1 divisé par 1 moins 1 sur 10, c'est-à-dire cette somme
elle vaut 1 sur 9 sur 10, c'est-à-dire 10 sur 9. Ce qui veut donc dire que quand vous simplifiez cette expression, le nombre de départ, le nombre qui est ici, il est égal à 0, plus 4 sur 10, plus 9 sur 100 multiplié par 10 sur 9, plus 1 sur 10. On récupère donc 5 dixièmes, qui est bien égal à 0,5. Donc là, on est confronté à un problème, c'est que le développement décimal qu'on a mis en évidence ici, il n'a pas l'air d'être unique. Si vous prenez une autre suite de décimales, cette suite ici, vous allez bien récupérer le même nombre réel. Donc 0, 5, puis que des 0, c'est le même nombre que 0, 4, 9, et puis que des 9, jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est un problème, puisque le développement qu'on avait mis en évidence ici, naturel, il avait l'air d'être unique, et en fait, on s'aperçoit que non, il y a des développements dégénérés, des développements qu'on va qualifier d'impropres. Alors, ce qu'on va démontrer, c'est que le développement naturel qu'on a mis en évidence ici, eh bien, il n'a jamais cette particularité-là. Pour pouvoir récupérer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'unicité du développement décimal, c'est que la suite AN qu'on a mis en évidence là-haut n'est pas stationnaire à 9. Et pour démontrer cela, je vais évidemment exploiter le n'est pas en disant que ce qui me semble le plus naturel, c'est d'effectuer un raisonnement par l'absurde. Je vais supposer qu'elle est stationnaire à 9, ce qui va me donner des égalités concrètes, et après on va essayer de voir comment on va pouvoir traiter ces égalités. Donc on est parti pour un raisonnement par l'absurde, donc on suppose que la suite est stationnaire à 9, autrement dit qu'il existe un entier n0 appartenant à n, donc tel que pour tout entier naturel supérieur ou égal à n0, eh bien je vais supposer que an est égal à 9. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette égalité. Sachant que an, on avait déjà visualisé ici qu'on n'était pas très loin d'un terme télescopique, il suffisait de diviser par la bonne puissance de 10 pour pouvoir se ramener à un terme qu'on peut sommer. Eh bien c'est ce qu'on va faire, on va réécrire ce terme-là sous sa forme explicite, et on va sommer. Comme les mathématiques, la vérité est toujours à l'infini, on va calculer la somme des séries associées et on va élaborer une contradiction. Donc repartons sur l'égalité qu'on a supposée, la suite AN est stationnaire à 9, que j'ai écrit avec la définition explicite de la suite AN. Il suffit de prendre n0 supérieur ou égal à 1 pour obtenir cette définition. Et je vais me ramener à une somme télescopique en multipliant chaque membre par ce qu'il faut. On avait déjà vu qu'on rendait ce terme-là télescopique en multipliant chaque membre par 1 sur 10 à la puissance n. Effectivement, dans le deuxième terme, un facteur 10 disparaît pour donner 10 à la puissance n-1 au dénominateur, et là j'ai le 9 sur 10 à la puissance n. Alors ce qui est intéressant dans ces deux termes-là, c'est que c'est des termes qu'on sait sommer. Le premier terme est une somme télescopique, et le second terme fait référence à une somme géométrique. Donc on est capable d'additionner ces deux termes-là. Alors on pourrait même additionner directement, puisque là, notre série télescopique, on sait qu'elle est convergente. Bon, je vais repasser par le calcul de la somme partielle. Je vais me fixer un nombre m qui est supérieur ou égal à n0 pour pouvoir additionner ces inégalités. Et on va calculer les sommes partielles associées. Je vais faire varier n entre n0 et m. Je réécris le terme général télescopique. Et dans l'autre membre, quand on fait varier n entre n0 et m, on ajoute les termes géométriques 9 sur 10 à la puissance n. Alors, la somme de gauche, on sait la clore facilement puisque c'est une somme télescopique. On récupère le terme pour le plus grand indice des deux qui fonctionne avec le plus grand indice, ce qui nous donne le terme qui est ici, et le plus petit indice avec le plus petit indice, ce qui nous donne ce terme-ci. La somme géométrique ici, on sait la clore. Il suffit de factoriser le premier terme. Donc le premier terme, c'est 9 sur 10 à la puissance n0. Et pour les autres termes, je vais les écrire en extension. Donc on va récupérer ici 1 plus 1 sur 10, plus etc. Ce qui va m'intéresser, c'est la puissance du dernier terme. Comme à la fin, je dois récupérer 10 à la puissance m, ici on va récupérer 10 à la puissance m moins n0. Donc cette somme-là, elle est égale à cette somme-là quand j'ai factorisé le premier terme. Donc je continue à calculer simplement le membre de droite. On va récupérer 9 sur 10 à la puissance n0, facteur 2. Là, on a la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 sur 10. Comme 1 sur 10 est différent de 1, on peut utiliser la formule du cours. Donc 1 moins la raison à la puissance m moins n0 plus 1, sur 1 moins la raison, donc sur 1 moins 1 sur 10. Le 1 moins 1 sur 10 donne 9 sur 10, et la simplification va nous donner 1 sur 10 à la puissance n0 moins 1, facteur de 1 moins 1 sur 10 à la puissance m moins n0 plus 1.
On obtient donc cette égalité en calculant les sommes partielles des séries qui sont associées à ces deux termes généraux. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant faire tendre m vers plus l'infini. Alors, on va utiliser des choses qu'on a déjà vues. On a déjà vu que lorsque m tend vers plus l'infini, ce terme-là, ça tend vers x. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en utilisant le théorème d'encadrement. Ici, quand on fait tendre m vers l'infini, on a affaire à une série géométrique qui converge vers 0. Donc ceci converge vers 0 lorsque m tend vers l'infini. Donc comme ces deux suites sont égales, elles ont la même limite. On va donc récupérer comme relation. Donc dans le membre de gauche, on va récupérer x moins la partie entière de x fois 10 à la puissance n0 moins 1 sur 10 à la puissance n0 moins 1. Et dans le membre de droite, on va récupérer, puisque ce terme-là tend vers 0, juste 1 sur 10 à la puissance n0 moins 1. Mais là, vous reconnaissez qu'on n'est pas très loin d'une formule de type AN là. Pour obtenir cette formule, il suffit que je multiplie cette égalité par 10 à la puissance n0. Ce qu'on va obtenir, c'est cette égalité-là. Et là, on est quasiment sur la formule de notre fameuse énième décimale de x, à ceci près qu'ici, je n'ai pas de partie entière. Mais ça, c'est pas un problème, puisque le nombre qui est ici est un entier, le nombre qui est ici est un entier. Donc si je fais passer le terme qui est là de l'autre côté, je récupère donc que lui est également un entier, puisqu'il est égal à un entier. Donc, s'il est entier, il est égal à sa partie entière. Donc cette relation-là devient que la partie entière de 10 à la puissance n0 x moins 10 fois la partie entière de x fois 10 à la puissance n0 moins 1 va donc être égale à 10. On obtient notre contradiction, puisque là vous reconnaissez immédiatement que ce terme-là c'est an0, on obtient qu'il est égal à 10, ce qui est contradictoire avec le fait numéro 1, puisqu'on avait démontré que an0 c'était forcément un chiffre, c'est-à-dire un nombre entier compris entre 0 et 9. On obtient donc la contradiction souhaitée, donc bilan, la suite an n'est pas stationnaire à 9. On en déduit donc que la suite des décimales qu'on a mis en évidence dès le départ, eh bien c'est pas un développement dégénéré, c'est pas un développement avec que des 9 à partir d'un certain rang. On va pouvoir maintenant démontrer le théorème qui va nous donner l'existence et l'unicité d'un développement décimal propre, c'est-à-dire donné par cette formule, pour n'importe quel nombre réel positif. On est maintenant en mesure de démontrer le théorème le plus important de ce paragraphe, c'est-à-dire le théorème du développement décimal propre. Si vous prenez n'importe quel nombre x entre 0 et 1, il existe une unique suite AN non stationnaire à 9, qui est formée de chiffres, c'est-à-dire d'entiers entre 0 et 9, tels que x est égal à la somme pour n variant de 1 à plus l'infini d'AN sur 10 à la puissance n. Alors j'ai pris un nombre qui est compris entre 0 et 1, puisque si vous prenez un nombre quelconque dans R+, il suffit d'ajouter à cette suite A0 qui est égal à la partie entière. Mais dans ce cas-là, c'est plus une suite de chiffres. Donc là, comme ce qui m'intéresse, c'est de parler de décimales, je vais travailler évidemment avec un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc il nous reste à démontrer ce théorème, et on a considérablement facilité les choses, on va le voir, en pointant les 4 faits qu'on a démontrés juste avant. Pour la démonstration, comme il s'agit de démontrer un théorème d'existence et d'unicité, je vais procéder par analyse synthèse. On sait que si on regarde correctement les conditions nécessaires et qu'on en dégage suffisamment, l'analyse va pouvoir être révélatrice de l'unicité, et pour la synthèse, je vais utiliser tout ce que j'ai fait avant pour aller un petit peu plus vite. Donc commençons par l'analyse. L'analyse, je vous le rappelle, consiste à prendre une suite AN qui vérifie exactement le cahier des charges de l'énoncé. Donc je ne vais pas le réécrire, mais je prends une suite AN à partir du rang 1, qui est constituée uniquement de chiffres, et dont la somme de la série est égale à x. La somme de la série des AN sur 10 à la puissance n, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais démontrer, c'est que les AN y sont définis de façon unique, et ce que je vais démontrer, c'est que AN, c'est exactement le terme qui est ici. Alors, au lieu de le faire en bricolant, comme je l'ai fait avec Pi tout à l'heure, là, on va vraiment le démontrer. Donc, pour démontrer que AN, il est donné par la formule qui est ici, je vais reconstituer cette formule. Donc, je vais déjà multiplier ici x par 10 à la puissance n. Alors, je vais juste changer les indices qui sont ici. Donc je multiplie ce terme-là par 10 à la puissance n. Je vais juste changer les indices de la somme pour pas qu'il n'y ait un croisement entre la variable muette et la variable que j'ai fixée ici. Donc là, je vais récupérer AP sur 10 à la puissance p
multiplié par 10 à la puissance n. Donc là, on va récupérer 10 à la puissance p moins n. Voilà ce que j'obtiens en multipliant ce terme-là par 10 à la puissance n. Donc là, je vous rappelle que n est un entier naturel non nul, fixé. Alors, pour calculer sa partie entière, je vais découper cette somme en plusieurs morceaux. Donc, comme c'est la somme d'une série, j'ai la relation de Chasles puisque la série est convergente. Donc, je vais mettre à part les termes qui correspondent à des puissances qui vont être des entiers naturels pour le terme général et les autres. Donc, qu'est-ce qui va être un entier naturel? Tous les termes quand je vais jusqu'à n compris. Donc, je vais mettre à part la somme ici pour p variant de 1 à n des AP 10 à la puissance p moins n, que je vais écrire 10 à la puissance n moins p. On voit ici que là, ça correspond bien à une somme d'entiers naturels, plus le reste. Donc, le reste, ça va être le reste d'ordre n, c'est-à-dire la somme pour p variant de n plus 1 à plus l'infini des AP sur 10 à la puissance p moins n. Ici, on note qu'on a une somme d'entiers naturels, donc là, j'ai un terme qui vit dans n. Et ici, si j'arrive à démontrer que ce nombre-là, il est compris entre 0 et 1, on aura donc la partie fractionnaire, ce qui nous permettra de dire que la partie entière de x fois 10 à la puissance n, c'est le nombre qui est ici. On sera plus très loin de la formule qu'on veut obtenir, là. Donc, on va déjà démontrer que le nombre qu'on récupère ici, il est bien compris entre 0 et 1. Pour montrer que le nombre qui est ici est compris entre 0 et 1, nombre que je vais appeler alpha, je vais donc déjà dire que alpha est un nombre qui est clairement positif ou nul, puisque la suite à n est une suite qui est constituée d'entiers naturels compris entre 0 et 9, donc c'est une somme de termes positifs. Cette somme est positive. Et je vais la majorer strictement, en prenant en compte que les termes qui sont ici, ils ne peuvent pas être tous égaux à 9. Donc j'obtiens une majoration stricte en remplaçant le terme général par des termes qui sont tous égaux à 9. Donc là, on obtient une inégalité stricte par une somme que je sais clore, puisqu'il s'agit d'une somme géométrique. Alors, pour pouvoir la calculer simplement, je sais que je vais faire ce que je fais d'habitude, je vais mettre en facteur le premier terme. Donc le premier terme de cette somme, c'est 9 sur 10 à la puissance n plus 1 moins n, donc c'est juste 9 sur 10. Une fois que j'ai mis ce terme en facteur, si j'écris les termes en extension, je vais récupérer 1 plus 1 sur 10 plus 1 sur 10 au carré, donc plus etc. Somme de série qui existe bien sûr, puisque c'est la somme d'une série géométrique. Or, cette série géométrique, on l'a déjà calculée plusieurs fois. Sa somme, c'est 1 divisé par 1 moins 1 sur 10. C'est-à-dire sa somme, c'est 1 sur 9 sur 10, c'est-à-dire c'est 10 sur 9. On récupère donc bien que le nombre alpha est compris entre 0 et 1, strictement. Donc, ici, j'ai réussi à écrire ce nombre réel comme la somme d'un entier naturel et d'un nombre qui est compris entre 0 et 1. Bilan, la partie entière de 10 à la puissance n fois x est donc bien égale à la somme pour p variant de 1 à n des AP fois 10 à la puissance n moins p. C'est-à-dire, si j'écris cette somme en extension, la partie entière de 10 à la puissance n fois x va donc être égale à, donc écrivons les termes dans l'ordre, a1 10 à la puissance n-1, plus a2 fois 10 à la puissance n-2, plus etc. jusqu'à an fois 10 à la puissance 0, c'est-à-dire an fois 1. Si vous refaites le même calcul avec 10 à la puissance n-1 fois x, vous allez récupérer une relation similaire, qui est la relation suivante. On s'aperçoit qu'on a plein de termes communs entre les deux, puisqu'en multipliant par 10 la relation qu'on a obtenue, on obtient donc A1 fois 10 à la puissance n-1, le même terme qu'ici, plus A2 fois 10 à la puissance n-2, on fait juste monter les puissances, plus etc. an-1 fois 10. Or, le an-1 fois 10, c'est le terme qu'on a ici. Ce qui veut donc dire que si vous prenez la relation qui est ici et la relation qui est ici, si vous en faites la différence, eh bien vous allez récupérer le dernier terme du wagon, c'est-à-dire le terme qui est ici. Donc en faisant la différence entre ce terme-là et ce terme-là, on obtient donc que an va donc être égal à la partie entière de 10 à la puissance n fois x, moins 10 fois la partie entière de 10 à la puissance n-1 fois x. Voilà ce qu'on obtient simplement en partant de la relation qu'on a supposée.
Donc, si on revient à notre problème initial, hein, on était parti sur un raisonnement par analyse-synthèse, on avait donc supposé qu'il existait une suite AN qui vérifiait ses propriétés, et on a réussi à récupérer le terme AN, puisqu'on a réussi à démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien la suite AN, elle vaut exactement ça. On obtient donc que la suite AN est nécessairement égale à cette valeur. On vient bien de démontrer que la suite AN est définie de manière unique. Il ne peut pas y avoir de suite qui vérifie les propriétés qu'on a mis en hypothèse du théorème. Donc l'unicité est démontrée grâce à l'analyse. Passons maintenant à la synthèse. Alors lorsqu'on passe à la synthèse, on a une seule suite qui est candidate à répondre à la question posée. C'est la suite qui est définie pour tout n appartenant à n étoile par AN va être égal à... C'est la suite naturelle qu'on a vue depuis le départ. Hein. Donc là, je fais que réécrire l'expression de son terme général, qui est maintenant familier. Et on doit voir en synthèse si la suite qu'on a définie ici permet bien d'obtenir toutes les propriétés que l'on voulait. Ce qui permettra de montrer que cette suite convient, et donc fera office de réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que cette suite-là, elle est constituée de nombres qui sont compris entre 0 et 9? Eh bien, le fait que AN appartient à l'intervalle d'entier 0,9, ça, c'est le fait numéro 1. On l'avait vérifié immédiatement. Le fait que cette série est convergente est de somme x, c'est-à-dire que x est la somme du développement décimal qui est donné par les AN. Ça, rappelez-vous, c'est le fait numéro 2 pour la convergence et numéro 3 pour le calcul de la somme. Et enfin, on veut que cette suite ne soit pas stationnaire à 9, et ça, c'est la dernière chose qu'on a démontrée, c'est le fait numéro 4. La suite qu'on définit ici ne correspond pas à un développement impropre, c'est-à-dire on est sûr que la suite AN ne sera pas égale à 9 à partir d'un certain rang. Donc en fait, la synthèse, on l'a considérablement facilitée en regardant à la base les propriétés de cette suite, en voyant qu'elle respectait bien le cahier des charges d'un développement décimal qu'on va appeler propre. Donc on pourra bien parler du développement décimal propre d'un nombre réel qui est compris entre 0 et 1, puisqu'on voit que tout développement décimal qui respecte ce cahier des charges, il existe et il est défini de façon unique. Donc ce raisonnement par analyse-synthèse nous a permis de démontrer l'existence et l'unicité d'un développement décimal propre. Ce qui termine ce paragraphe.